Arnaud, donc, je te laisse reprendre la main et nous expliquer un petit peu de quoi il retourne à travers ce beau document que tu nous fais partager. Oui, je voudrais simplement poser une question. À quoi sert de gagner la bataille économique du Covid si l'on perd la guerre du dérèglement climatique? Plus simplement, j'entends bien qu'il faut sauver l'économie et le marché, mais s'il n'y a plus de planète, à quoi bon? Et voilà pourquoi j'aimerais vous proposer d'amorcer une juste transition avec le droit social à vocation environnementale. Alors, qu'est-ce que le droit social à vocation environnementale? Eh bien, le droit social à vocation environnementale, c'est en fait une nouvelle branche du droit qui se donne pour ambition d'utiliser les normes existantes dans le Code du travail pour ne plus régler seulement les relations entre les acteurs du monde du travail, mais également prendre en considération une problématique environnementale. On retrouve ici un point qu'on avait déjà pu retrouver avec la modification de l'article N833 alinéa 2 dans le Code civil par la loi Pacte. Alors, le droit social à vocation environnementale, il offre des outils aux décideurs afin de faire des choix RH, justement pour dépasser la simple production de l'entreprise, mais vraiment réduire l'impact de l'entreprise dans l'environnement. Et la difficulté, enfin l'une des difficultés, ça a été de dépasser les oppositions traditionnelles entre la nature et l'industrie, le travail et le capital. En effet, lorsqu'on regarde un petit peu les difficultés que nous avons et les constats, eh bien, tout d'abord, on a un constat scientifique. On connaît les effets du règlement climatique et on peut en dessiner les conséquences, notamment grâce au rapport du GIEC. On a également des constats industriels. Aujourd'hui, 100 entreprises sont responsables d'environ 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde le CAC 40, on se rend compte qu'en réalité, il y a moins de 50% des entreprises du CAC 40 qui mènent des actions concrètes en vue de réduire ces gaz à effet de serre. Alors, les constats politiques, on les connaît, des paroles, des paroles, des paroles. Make our planet great again, un objectif de neutralité carbone affiché dans la loi. Et puis, il y a les actes. Et dans les actes, eh bien, on voit le rejet de l'amendement orphelin sur les contreparties des grandes entreprises pour recevoir des participations du climat aujourd'hui. On voit également que le MEDEF a demandé un moratoire sur l'application des mesures environnementales. Et d'un point de vue juridique, eh bien, on constate une insuffisance de nos normes contraignantes en matière environnementale. Alors, face à ces constats, on se rend compte quand même qu'on a des difficultés, on a des obstacles, puisque en matière écologique, le premier obstacle est temporel. Il faut agir vite si on souhaite demeurer sous la courbe carbone inférieure à 2 degrés. On a un obstacle géographique parce que le problème du dérèglement climatique, il est planétaire. Donc la solution proposée, elle doit être transnationale ou à minima, elle doit être duplicable. Enfin, on a un problème d'échelle parce que les actions en faveur de l'environnement, elles ne peuvent pas relever de la seule sphère individuelle. Je prends un seul exemple. Il est très bien de dire aux consommateurs n'utilisez pas de paille en plastique. Il est plus simple de ne plus en produire. On n'en produit plus, on a plus d'effet que si le consommateur décide de ne plus l'utiliser. S'agissant des problèmes politiques, eh bien, au niveau international, on a des intérêts divergents, des États qui peinent à trouver un consensus, et puis on a aussi des intérêts économiques qui sont parfois préférés aux intérêts écologiques, le court-termisme par rapport au temps plus long. Et d'un point de vue juridique, eh bien, nos instruments traditionnels et nos institutions ne sont peut-être pas nécessairement adaptés pour répondre efficacement aux défis environnementaux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, bon, très bien, on est bloqué, merci, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut peut-être se tourner vers le droit social à vocation environnementale, qui est peut-être un outil pertinent pour penser la transition écologique, du moins dans une première phase, car, bien entendu, cet outil sera insuffisant. Alors, d'un point de vue temporel, eh bien, les règles de droit social, elles existent déjà et elles sont donc immédiatement mobilisables. D'un point de vue géographique, elles existent tant au niveau national que dans la sphère supranationale. Certaines conventions de l'OIT peuvent être déjà utilement mobilisées par le droit social à vocation environnementale et, on le sait, les conventions de l'OIT sont d'application directe pour certaines. Pour les questions d'échelle, eh bien, les règles de droit social s'appliquent dans l'entreprise, c'est-à-dire auprès des principaux pollueurs. Et d'un point de vue politique, eh bien, pour l'instant, les règles du droit social ne dépendent pas en premier lieu du personnel politique, même s'il peut lui plaire d'en changer. Enfin,
Sur le caractère juridique, eh bien, le caractère finaliste assigné aux normes de droit social permet ici facilement de soutenir la transition écologique. Alors, quels sont les principaux leviers du droit social à vocation environnementale? Pour en faire une courte présentation. Eh bien, pour faire simple, on trouve des leviers dans la formation, que ce soit directement sur des formations écologiques ou alors sur une meilleure utilisation des process de production pour produire notamment moins de déchets. On a un grand axe sur les mobilités décarbonées, bien entendu. On a pas mal de choses dans la négociation collective, alors des choses assez connues sur la QVT, sur la RSE, mais des choses peut-être moins connues, que j'évoquerai tout à l'heure, en matière d'intéressement. On a pas mal de choses en matière d'organisation du travail. Ce soir d'ailleurs, nous sommes tous en télétravail, qui est une manière d'organiser l'activité qui a permis aujourd'hui, avec le confinement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 30%. On a beaucoup de choses en matière santé, sécurité. Un seul exemple pour s'en convaincre, ce sont les affaires Monsanto. On le voit bien, lorsque le produit est dangereux à la fois pour l'homme et pour l'environnement, protéger l'un peut permettre de protéger l'autre. Enfin, les institutions représentatives du personnel ont accès à des informations environnementales qui peuvent aussi être utilisées par les lanceurs d'alerte environnementaux et par les salariés pour mener des actions collectives. J'y reviendrai. Alors concrètement, comment ça marche le droit social à vocation environnementale? Eh bien, il y a d'un côté le droit social à vocation environnementale de la carotte, filons la métaphore agricole. Je vous parlais du télétravail, qui est un élément intéressant pour les trois parties. L'environnement, moins de gaz à effet de serre, l'employeur qui, lui, va pouvoir économiser sur ses locaux et donc réduire ses coûts d'investissement, mais également les salariés, car les études sur le télétravail pré-confinement, j'insiste sur ce point parce que ça a un petit peu changé depuis qu'on a à la maison les enfants et le conjoint pendant qu'on travaille, eh bien, les études sur le télétravail montraient une amélioration de la qualité de vie pour les salariés. Pour l'organisation de la mobilité décarbonée, vous avez dans la loi L'Homme de nombreuses dispositions qui vont permettre d'organiser cette mobilité, de la renforcer pour les entreprises, que ce soit dans l'aménagement de l'entreprise ou que ce soit pour les salariés. Je vous donne un exemple que j'ai pu expérimenter en janvier, le droit social à vocation environnementale en pratique. Pour une collectivité de travail d'environ 800 personnes, on a pu économiser 1900 tonnes de CO2 sur une année dans nos projections, faire gagner à l'employeur 400 € par salarié en crédit d'impôt, et les salariés ont en moyenne économisé 1000 € sur l'année. S'agissant de la modification de l'horaire collectif, ici les choses sont assez simples. Parfois, en jouant sur l'horaire collectif, on joue sur la saturation du réseau routier et donc possiblement les émissions de gaz à effet de serre. La prime carburant, quant à elle, c'est un exemple aussi gagnant-gagnant-gagnant. Un salarié va d'abord faire une formation à l'éco-conduite. Suite à cette formation à l'éco-conduite, il va pouvoir consommer moins sur les mêmes trajets et on va instrumentaliser cette formation. Pour faire un exemple, si quand on fait Paris-Marseille, on consomme 100 litres de carburant, avec l'éco-conduite, on aura plutôt tendance à en faire 90 litres, eh bien l'employeur va faire une prime dans le contrat de travail où il dira, eh bien voilà, sur les kilomètres économisés au niveau de l'essence, tu gagneras, mettons, 20%. Donc, c'est-à-dire que si le salarié fait bien 90 au lieu de 100, eh bien, il va gagner 20% des 10 litres d'essence gagnés, et ça le fera une prime à la fin de l'année. Le salarié est content, il a sa prime. L'employeur est content parce qu'il a acheté moins de carburant, et l'environnement est content parce que l'on pollue moins. Pour la gestion des activités sociales et culturelles, je ne rentre pas dans le détail, mais on sait qu'en matière de restauration, notamment, on peut être en matière d'activités sociales et culturelles. Ces dernières sont l'apanage des CSE. Rien n'empêche à un CSE de gérer l'activité sociale et culturelle en faisant uniquement du bio, du circuit court. Et ici, on a encore une incidence environnementale. Je passe très vite sur les accords RSE et QVT qui sont connus, mais je veux mentionner qu'en matière d'intéressement, dans les critères qui sont développés, on peut aujourd'hui passer sur certains critères environnementaux. Alors ça, c'est quand tout va bien, c'est le droit social de la carotte, tous les acteurs sont gagnants, l'employeur, le salarié, l'environnement. Mais si ça ne fonctionne pas, on a le droit social à vocation environnementale du bâton.
avec l'alerte écologique dans l'entreprise, qui est un mécanisme connu que je ne vais donc pas développer, mais on a aussi la grève qui va reposer sur une revendication partiellement écologique. En effet, de nombreuses revendications peuvent être à la fois écologiques et à la fois professionnelles. On parlait de l'utilisation d'un pesticide, c'est-à-dire l'utilisation d'un nouvel outil de travail, faire grève pour réclamer le changement du parc automobile. On a des tas d'exemples où, en réalité, on peut prendre en considération un aspect écologique dans le conflit collectif. L'employeur ne respecte pas, par exemple, son accord RSE, eh bien, il est licite de faire grève sur ce point-là. Autrement dit, le salarié qui souvent se sent un peu mis à l'écart dans l'entreprise sur les questions environnementales retrouve un véritable pouvoir en la matière. Alors, est-ce que le droit social à vocation environnementale est un outil à mobiliser immédiatement? Je réponds 2 fois oui. Tout d'abord, parce qu'il est plus facile de modifier une structure à l'arrêt. Et donc, à partir du moment où nous sommes confinés, que l'activité est réduite, il est plus facile de la réorienter. Le Titanic, si on veut le faire changer de cap, il faut s'y prendre tôt. Deuxièmement, et c'est un autre point intéressant, le droit social à vocation environnementale peut aider les entreprises et les salariés après le confinement. Comme je vous le disais, dans le droit social à vocation environnementale de la carotte, tout le monde est gagnant, l'employeur, le salarié et l'environnement. Or, lorsque l'on vient d'arrêter son activité pendant 1 ou 2 mois, lorsqu'on a été mis en activité partielle pendant quelque temps, eh bien, faire des économies ou alors faire un peu de profit grâce à la transition écologique, ça peut être un coup de pouce non négligeable. Alors, pour aller plus loin, je vous mettrai en description la liste des articles que vous voyez apparaître à l'écran. Et je veux mentionner qu'il y aura un colloque à l'Université Paris 1 qui est organisé à la fois par l'Université Paris 1 et l'Université Clermont-Auvergne sur l'entreprise face aux défis environnementaux qui se tiendra normalement déconfiné le vendredi 25 septembre 2020. Je vous remercie.